C'est l'heure des informations sur Radio Jena. Mesdames, messieurs, vous faites bien de nous rejoindre pour cette édition. Je suis Augustine Doumé. Au sommaire, la tension continue entre les employés et les dirigeants de la société Amina Togo. Fermée et réouverte ce lundi, les employeurs de l'entreprise imposent des conditions de reprise aux agents. Une démarche qui n'est pas du goût de ces derniers. À l'international, une crise alimentaire d'envergure s'est installée dans la région de Tillabéri au Niger. Le gouvernement nigérien et ses partenaires sont appelés à prendre des mesures à hauteur de la situation. Et puis en sport, le Togo croise le Congo ce samedi au stade de Kégué, match de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est tout pour les titres. À présent, place au magazine. Je vous le disais en titre, la tension entre employés et employeurs au sein de la société Amina, spécialisée dans la fabrication des cheveux artificiels, communément appelés mèches, n'est pas prête de s'apaiser. La société et ses employés passent des moments difficiles marqués par des grèves et contestations d'une part et des licenciements et fermetures des portes de la société d'autre part. Ils étaient encore des centaines à se retrouver ce lundi aux portes de la société pour reprendre le travail. Certains étaient refusés d'accès au site par des dirigeants qui exigeraient désormais des engagements avant toute reprise d'activité. Une aberration selon les employés qui implorent d'ailleurs une intervention du gouvernement togolais. Quelques employés étaient au micro d'Elia Tikpo. Depuis un moment, les choses ne se passent pas bien dans la société dans laquelle nous travaillons, Mèche Amina. Après des mouvements de grève, les dirigeants ont décidé de fermer l'entreprise jusqu'à nouvel ordre. Ce lundi matin, à la reprise, l'accès des bâtiments était interdit à certains alors que d'autres pouvaient aller travailler au motif qu'ils sont venus signer des documents comme quoi ils prenaient des engagements qui ne feraient plus de grève. Nous en appelons ainsi au gouvernement pour résoudre cette crise et nous remettre dans nos droits. Ce problème entre ouvriers et dirigeants de cette société a trop perduré et nous estimons qu'il est temps que le gouvernement agisse car nous aussi nous sommes des Togolais et leurs enfants. Le cas de nous les femmes au sein de cette société est alarmant. Après 15 ou 20 ans à travailler ici, nous n'arrivons toujours pas à nous en sortir. Ce qui est écœurant, c'est le fait de voir les dirigeants vouloir faire porter le chapeau de cette crise aux délégués des employés. Nous ne revendiquons que nos droits. Vous imaginez qu'on nous demande de nous engager à ne plus faire la grève. Nous avons même reçu des lettres de licenciement par nos téléphones. En tant que femmes, nous supplions le gouvernement togolais de venir à notre rescousse. L'Assemblée nationale togolaise était en plénière le 30 septembre dernier. À l'issue de cette plénière, les députés ont adopté à l'unanimité 3 projets de loi portant respectivement sur le code électoral, la décentralisation et les libertés locales, puis les manifestations pacifiques publiques. Des projets de loi qui prennent en compte les conclusions de la concertation nationale entre les acteurs politiques. Je vous propose d'écouter le ministre togolais de la décentralisation et de l'administration territoriale, Payadoa Boupessi. Les modifications apportées au code électoral comportent plusieurs innovations en ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante et ses démembrements, l'authentification des bulletins uniques de vote, la consécration de la biométrie comme seule technique d'enregistrement des électeurs, la compilation des résultats dans les CELI et CAI, la centralisation des résultats par la CENI, le contentieux électoral dans tous les scrutins, les conditions de paiement de la caution, les délais dans lesquels les candidatures doivent être déposées. Ce nouveau code électoral sera rigoureusement mis en application en commençant par la mise en place d'une nouvelle CENI. Cette nouvelle CENI aura pour première mission l'organisation des élections régionales. C'est dans ce sens que la deuxième loi votée apporte des modifications à la loi portant décentralisation et liberté locale, dans le but d'instituer plus d'équité dans la composition des conseils régionaux. La troisième loi porte des allègements aux dispositions introduites en 2019
dans la loi fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. Ces allègements assouplissent les conditions d'organisation de ces manifestations, tout en maintenant les moyens du gouvernement pour le maintien de la sécurité pour tous. À l'instant, le ministre togolais de la décentralisation et de l'administration territoriale, Payadoa Boukbessi, le député du groupe parlementaire UFC, Gaëtan Aoumezounou, revient quant à lui sur les modifications apportées aux conditions de manifestation. En fait, il était prévu que les partis politiques ou toute association qui voudrait manifester puisse le faire dans la sécurité, dans la sérénité, en portant haut ses revendications de 8h à 18h. C'est ce qui avait été décidé lors des concertations de la CENAP. Les députés, après études approfondies et analyses, ont réduit ce temps d'1 heure, c'est-à-dire de 8h à 17h, pour pouvoir permettre, d'abord à 8h, pour permettre à tous ceux qui ne veulent pas ou ne sont pas dans les partis politiques qui manifestent, puissent vaquer à leurs occupations, partir de chez eux tranquillement, aller sur leur lieu de travail, sans tomber dans des embouteillages qui pourraient être causés par des manifestants. Pourquoi on a réduit à 17h ? C'est parce qu'à 17h, il fait encore jour. Et pour des raisons de sécurité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui font du vandalisme. Et quand il fait sombre, ils profitent pour infiltrer sans que ce soit des gens qui sont venus manifester. Pour la sécurité des manifestants et des autres, on a trouvé que de finir les manifestations à 17h, ça serait plus sécurisant et en même temps permettre à ceux qui sont partis à leurs activités professionnelles de pouvoir rentrer à 17h30, à 18h sans embouteillage. Vous venez d'écouter le député du groupe parlementaire UFC, Gaëtan Aoumezounou. Au Togo, comme dans de nombreux pays du monde, l'interruption volontaire de grossesse est interdite. Seulement, l'on y fait recours dans des circonstances précises. À l'occasion de la journée mondiale du droit à l'avortement observée le mois dernier, la question fait résurgence. Dr Madje Touvi, médecin en santé sexuelle et reproductive à l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBEF. Le Togo reconnaît le droit à l'avortement, mais dans des circonstances particulières. Ces circonstances sont au nombre de 3. L'interruption volontaire de grossesse n'est autorisée que sur prescription d'un médecin et dans les cas suivants. Lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme. C'est-à-dire lorsque au cours de la grossesse, la femme développe des pathologies qui sont incompatibles avec une grossesse. Là, dans ce cas, la loi togolaise autorise l'avortement. À la demande de la femme, lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse. Mais il faudra que ce viol ou bien cette relation incestueuse la soit prouvée. Ce qui fait qu'il est demandé aux victimes d'agressions sexuelles ou bien de relations incestueuses d'aller directement dans un centre de santé pour bénéficier des premiers soins et ils vont bénéficier des counselings et là, ils pourront facilement aller se faire suivre de manière juridique. Et si au décours de ce traitement-là, il s'avère que cette dernière soit enceinte, elle peut revendiquer son droit, le droit à l'avortement. La dernière condition, c'est lorsqu'il existe au moment du diagnostic une forte probabilité que l'enfant naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité. C'est-à-dire que lorsque l'enfant que la femme porte a des malformations qui sont incompatibles avec la vie, dans ce cas, elle peut demander l'avortement. Dans ce cas précis, le médecin prétend l'obligation d'informer le couple qui prendra ou non la décision d'interrompre la grossesse. Le couple, pour prendre sa décision, peut se référer à l'avis d'un collège de médecins qu'il aura sollicité. Ces conditions sont incluses dans la loi portant sur la santé sexuelle et reproductive au Togo. Mais il faut avouer que les tests d'application de ces lois ne sont pas disponibles. En plus de la non-disponibilité de ces tests d'application, il y a certains prestataires qui ne connaissent pas ces tests-là. Faire recours alors à l'avortement clandestin expose la femme à d'énormes conséquences que révèle ici Dr Madje Touvi. Nous le retrouvons. Parlons des risques des avortements clandestins. On ne peut pas parler des risques des avortements clandestins sans définir ce que c'est qu'un avortement clandestin. C'est un avortement qui se fait en toute clandestinité. C'est-à-dire c'est un avortement
qui se fait dans une structure autre qu'une structure médicale, en dehors d'un centre médical et en dehors du cadre réglementaire de la loi, c'est-à-dire en dehors de ces 3 conditions que je viens de citer plus haut, que le prestataire soit formé ou non. Pour les risques des avortements clandestins, nous pouvons citer les risques hémorragiques. Au décours d'un avortement clandestin, la femme ou bien la fille qui se fait avorter peut avoir des hémorragies. L'hémorragie peut être de minime abondance ou bien de moyenne abondance. Nous pouvons citer également les infections. Au décours d'un avortement, on peut être infertile, c'est-à-dire la possibilité de ne plus jamais avoir d'enfant au décours d'un avortement. Nous pouvons citer également les douleurs pelviennes, les risques de grossesse extra-utérine, la perforation utérine et le risque le plus grave, c'est la mort. Cette mort peut survenir soit dans l'immédiat ou due à des complications. Quand faut-il faire recours à l'avortement? Vous venez de suivre les propos de Dr Madje Touvi, médecin en santé sexuelle et reproductive à l'ATBEF. La vaccination contre le coronavirus continue dans les différents centres dédiés au Togo. Malgré les sensibilisations, les inquiétudes persistent au sein de la population. Des Togolais vaccinés et disposant du pass sanitaire ont connu des difficultés en déplacement en France. À cette situation s'ajoutent les différents débats autour de la problématique du vaccin. Maître Mohamed Tchassona Traoré, président du mouvement citoyen pour la démocratie, s'est prononcé sur la question. Tout est devenu politique au Togo. Du moment où les gens même qui ont voté pour ce gouvernement, c'est les mêmes. Ce sont des hypocrites. On pense que le gouvernement là, qui amène des vaccins, c'est pour assassiner. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, mais écoutez, ces vaccins-là, c'est pour tuer les gens. J'ai dit non, bon, je me suis vacciné, on ne m'a pas tué. On dit oui, c'est parce que toi, on te connaît. Il ne peut pas te tuer. J'ai dit non, écoutez mes amis. Bon, mes enfants, mes parents, moi j'ai fait un vaccin, j'ai envoyé les gens se faire vacciner, ils ne sont pas morts. C'est-à-dire qu'il faut cesser cette désinformation-là. Parfois même, je peux dire que sur ce terrain, le Togo n'est pas allé plus loin. Au Bénin, il y a une note du ministère de la Sécurité qui réprimande toute cette personne qui fait une campagne en faveur de la vaccination sur les réseaux sociaux, tout ça, là, on t'arrête. Quand tu fais du dénigrement, tu apportes la désinformation, on te prend. Il y a une réglementation dans des pays aujourd'hui où les gens sont poursuivis. Pour le moment, au Togo, il n'y a pas ça. Même nous ne souhaitons pas que cela arrive. Si toi, tu choisis de ne pas te vacciner, dis-toi que ton état dépend de l'autre. Maître Mohamed Tchassona Traoré, président du mouvement citoyen pour la démocratie. Pour information, les Togolais qui doivent voyager vers la France doivent demander une conversion de leur passeport vaccinal du Togo en certificat de vaccination de la France. La demande de conversion se fait en ligne sur diplomatie.gouv.fr avec la copie du pass sanitaire et du billet d'avion. Il est observé chaque premier lundi du mois d'octobre la journée mondiale de l'habitat. Accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone, c'est autour de ce thème que s'articule cette 36e célébration. Il s'agit d'une journée de réflexion et d'échange sur les conditions de l'établissement humain et du logement. Selon le ministre togolais de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, Kofi Tcholenganou, cette journée met l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat et rappelle également la communauté internationale sa responsabilité dans l'avenir de l'habitat humain. À ce titre, le pays prévoit à l'horizon 2025 la construction d'au moins 20 000 logements répartis sur l'ensemble du territoire togolais. La clinique d'expertise juridique et sociale CEJUS se lance dans un élan de redynamisation et de création de clubs environnementaux. L'association veut pérenniser l'œuvre des clubs environnementaux qui ont pour objectif d'outiller les élèves à la conscience écologique. Ceci à travers des actions qu'énumère ici Dieudonné Kossi, le directeur exécutif du CEJUS. Bientôt, nous allons, dans une logique de proximité, aller vers les lycées, soit pour renforcer les clubs environnementaux existants ou pour entrer dans les lycées et collèges où ces clubs-là n'étaient pas encore créés. Nous plaçons en fait beaucoup d'espoir en termes d'action et de dynamisme en fait sur des actions concrètes liées à l'engagement des jeunes en faveur du climat à l'échelle locale. C'est pourquoi nous pensons laisser ces clubs-là apporter des jeunes. Et il y aura dans chaque lycée des comités de jeunes qui vont pouvoir de manière rotative gérer les clubs. Nous essayons en fait de penser les micro-mandats de ces équipes qui vont pouvoir de manière rotative gérer ces clubs environnementaux pour que chaque jeune puisse se dire en réalité que je travaille pour ma communauté
et mon engagement va pouvoir créer de l'impact à court ou à long terme. De faire en sorte que les meilleurs clubs à l'échelle locale ou à l'échelle nationale puissent être encouragés, soit par des prix ou soit par des programmes de bourse qui puissent en fait les accompagner, leur croissance intellectuelle et académique, soit tout au long du parcours du lycée ou tout au long du parcours du collège ou même après leur bac. Dieudonné Kossi, le directeur exécutif du CEJUS. Engagé pour le développement des populations de son ressort territorial, la commune du Golfe 3 veut promouvoir la jeunesse à travers le programme de contrat d'alternance. Lancé avec le soutien de l'Université de Lomé, ce programme veut permettre aux jeunes étudiants, futurs demandeurs d'emploi, d'acquérir des compétences techniques à la formation pratique sur le terrain. Au total, 20 étudiants de niveau Master 1 et Master 2 ont été sélectionnés pour le lancement du programme. Ils vont signer des contrats d'alternance pour une durée de 3 mois renouvelables, une seule fois avec une option d'emploi dans les structures. L'Office togolais des recettes OTR et Sanlam Assurance se sont lancés dans l'accompagnement du projet. L'invitation est lancée à d'autres institutions, sociétés et entreprises pour la réussite de ce programme. Et c'est une solution innovante qu'apporte le WeDrive dans la sphère technologique au Togo. La nouvelle application dédiée au secteur du transport a été lancée le 1er octobre dernier et rejoint ainsi la grande famille des e-transports. L'application, qui veut donc réduire la tâche aux conducteurs de taxi-moto, prend également en compte d'autres sphères telles que le e-commerce et le social. Les précisions d'Henriette Nakuyao, qui en est la responsable communication. Nous avons déployé l'application WeDrive parce que nous avons constaté qu'il y avait un besoin et le besoin, nous essayons d'apporter des solutions et de répondre efficacement à ce manquement. Vous êtes des commerçants, vous êtes du secteur informel, vous êtes des artisans, vous êtes tout ce que vous voulez, vous avez besoin de publicité gratuite pour vos entreprises ou votre commerce, votre business. Publiez sur WeDrive, vous aurez élargi votre carnet d'adresses et gagné de nouveaux clients. Vous avez besoin de dons, ou vous avez de la nourriture ou de l'équipement, ou tout ce qu'il y a, vous avez quand même quelque chose qui ne vous sert pas, on a tous quelque chose à donner. Allez publier dans Solidaris de WeDrive et il y aura des gens à qui vous pourrez donner ce qui ne vous sert plus ou recevoir des dons dont vous avez besoin des gens qui n'en ont plus besoin. Vous savez que nous sommes dans un contexte de Covid-19 où les lieux de culte sont fermés. Allez sur Culte et prière de WeDrive et vous retrouverez les programmes de votre église, de votre mosquée ou de votre lieu de culte. WeDrive, c'est également une solution pour permettre aux gens de créer de nouvelles relations en faisant de nouvelles rencontres. Sur WeDrive, c'est également le conducteur ZEM ou le taximan qui est au cœur de notre stratégie. Alors WeDrive nous dit tout simplement, venez, inscrivez-vous, on ne vous demande aucune contribution pour l'enregistrement, donnez juste 100 francs en vous inscrivant et toute la journée on vous envoie autant de clients que vous voulez. Actualité sociale, économique, politique, sportive, rien ne vous échappe sur le Togo. Actu Togo, votre magazine sur l'actualité togolaise, vous informe chaque lundi et vendredi à 18h GMT. Écoute ton magazine sur le www.radio.jena.tg. Place à présent au sport, les journées 3 et 4 des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 Zone Afrique se disputent du 7 au 15 octobre 2021. Engagé dans le groupe H, le Togo recevra au stade d'Okege le Congo avant de se rendre 3 jours plus tard à Brazzaville pour la manche retour. Très mal embarqué dans ces éliminatoires après ces 2 défaites face au Sénégal et la Namibie, les éperviers du Togo en pleine reconstruction avec son nouvel entraîneur Paulo Duarte auront pour principale mission de gagner pour prendre la confiance, mais aussi pour renouer avec leur public. En Europe, il fallait pas être au gros club ce week-end. En France, Rennes, emmené par un Gaëtan Laborde, a infligé au PSG sa première défaite de la saison 2-0. Malgré la présence des 4 fantastiques Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, champion d'Allemagne, le Bayern Munich
a lui aussi perdu face à l'Eintracht Francfort. Le Real Madrid a perdu une fois de plus après sa défaite en Ligue des Champions face au Sheriff Tiraspol. Sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas fait le poids. Ils se sont inclinés 2-1. La veille, l'Atlético a pris le meilleur sur l'FC Barcelone 2-0. Genda Konam et Getafe ont fait un nul 1-1 face à la Real Sociedad. En Angleterre, le duel entre Liverpool et Manchester City a été étincelant malgré le nul 2-2. Cristiano Ronaldo n'a pas pu aider Manchester United à éviter le nul face à Everton. Pour finir, en MotoGP, Marc Marquez a remporté son 7e titre au Grand Prix des Amériques en devançant le leader au général Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia. Nous abordons la dernière partie de cette édition avec vous, Solange Bito, la page internationale. On commence avec le Niger. Une crise alimentaire d'envergure s'est installée dans la région du Tillabéri. La situation est plus que préoccupante dans la région de Tillabéri, au Niger, où près de 600 000 personnes sont déjà en situation d'insécurité alimentaire. Le pays est secoué par une crise alimentaire et selon l'agence onusienne en charge des affaires alimentaires, près de 80 000 personnes risquent de manquer de vivres. Cette situation s'explique par l'instauration de l'état d'urgence qui a rendu difficile l'accès au marché et l'assassinat de plusieurs paysans par les djihadistes entre juin et août dernier. L'Office de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Niger invite le gouvernement et ses partenaires à prendre des mesures à la hauteur de cette situation. Au Gabon, l'année académique 2021-2022 toujours incertaine en raison du mouvement de la grève. Si dans certains pays de l'Afrique centrale, la rentrée scolaire 2021-2022 est déjà effective, ce n'est pas le cas pour le Gabon où les cours n'ont pas encore débuté en raison du mouvement de grève. Prévu pour le lundi 27 septembre 2021, la rentrée scolaire n'a pas eu lieu au Gabon et ce en raison du mouvement de grève de 2 semaines reconductible instauré par le syndicat de l'éducation nationale. Le gouvernement gabonais est resté muet aux revendications des enseignants et aux parents d'élèves. Par contre, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé qu'il a pris des mesures pour éviter la propagation du Covid-19 à l'école. En Éthiopie, on parle de l'expulsion de 7 responsables d'agences humanitaires de l'ONU. Après avoir accusé 7 responsables onusiens d'ingérence dans les affaires de l'Éthiopie au sujet de la guerre du Tigré, le gouvernement éthiopien a expulsé du pays le dimanche 3 octobre 2021 les 7 responsables onusiens. Les diplomates de l'ONU auraient été coupables de rediriger de l'aide humanitaire et du matériel de communication aux mains des rebelles tigréens, de ne pas respecter les accords avec le gouvernement ou encore de désinformation et de la politisation de la crise humanitaire, des motifs qui justifient les expulsions et un acte dont se félicite le ministère des Affaires étrangères, car pour lui, c'est une leçon et un exemple pour les autres humanitaires. En RDC, Félix Tshisekedi appelle les instances nationales, congolaises et internationales à une collaboration judiciaire franche. Suite à la publication d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé confirmant que 21 des 83 cas d'exploitation et d'abus sexuels étaient faits par les employés de l'OMS, Félix Tshisekedi appelle les instances nationales congolaises et internationales à une collaboration judiciaire franche afin d'élucider les violences sexuelles commises par les agences entre 2018 et 2020 lors de la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Notons que depuis des mois, les pays donateurs dénonçaient la lenteur de l'enquête et le manque de transparence de l'OMS dans les violences sexuelles. Cette fois-ci, ils exigent l'engagement total de l'OMS afin que justice soit faite en faveur des victimes. Et puis en France, un sommet franco-africain est attendu dans les jours à venir. La capitale du Languedoc-Roussillon en France accueille ce 8 octobre 2021 un sommet franco-africain inédit qui va réunir des jeunes d'Afrique et de la diaspora
acteurs du monde de l'entreprise et de la société civile, pour faire part de leurs réflexions sur les relations entre la France et l'Afrique. Pour la première fois depuis 1973, les chefs d'État n'ont pas été invités à ce rendez-vous politique. L'idée est de mettre la France en phase avec les acteurs du changement en Afrique. Merci à vous Solange Bito pour toutes ces informations. Tension entre employés et dirigeants de la société Amina du Togo avec le ressenti des agents rencontrés, crise alimentaire d'envergure installée dans la zone de Tillabéri au Niger et la confrontation prochaine des éperviers du Togo avec le Congo en match aller le 9 octobre prochain au stade de Kigi. C'était les grands axes de cette édition de votre magazine Actu Togo. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je suis Augustine Doumé. Restez connectés.